Spikes Family, manga et animé à succès planétaire, plus besoin de le présenter. En 9 tomes, plus de 21 millions de tomes se sont vendus dans le monde. C'est donc une nouvelle poleuse d'or pour la Shueisha, éditeur principal du manga Shonen Jump. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir si ce manga mérite son succès ou non, et s'il raconte quelque chose de potable. Bonjour à tous, c'est Nelive. Et Macrage, enfilons notre plus beau 3 pièces pour décortiquer cette œuvre dont le film et la saison 2 arrivent en novembre et en décembre 2023. Ouais, on a le droit de mettre les formes ici. Tatsuya Endo, c'est le nom du mangaka responsable de ce manga et aussi de plusieurs œuvres auxquelles il a participé en tant qu'assistant pour Blue Exorcist et Fire Punch pour ne citer que. Et avant de se lancer dans Spikes Family, le mangaka a expérimenté plusieurs one-shots et séries qui n'ont pu rencontrer le succès escompté. On en parlera plus tard dans la vidéo, mais sachez que ce n'était pas tout rose. Le mangaka a eu beaucoup de galères à trouver son bijou. En tout, on comptera 5 échecs avant le succès. Mais c'est après ces nombres incalculables d'échecs que le jeune auteur sort sa dernière carte avec son éditeur et c'est comme ça qu'est né Spikes Family. Un monde où tout se joue sur de petites infos qui peuvent amener à une potentielle guerre opposant l'Est à l'Ouest. Ça m'appelle quelque chose. Beaucoup de designs se rapprochent d'une ambiance après Seconde Guerre mondiale et surtout d'une autre licence bien connue de tous, celle des James Bond. Si vous avez vu le design de Twilight, vous pouvez faire le rapprochement entre les deux personnages que sont les deux agents. Classe, beau, discret, dégagent une aura particulière, bien que leur personnalité soit différente. James Bond est plus décomplexé et s'il peut se permet de petites parties de jambes en l'air avec les femmes, alors que Twilight cherche à tout prix à créer un monde où les enfants riront de nouveau. Bah tiens, en parlant de femme fatale, Yor Briar est le personnage qui complète à merveille Twilight. Elle est plus puissante, plus décomplexée et surtout attentionnée. Son personnage montre un personnage mignon et magnifique, mais qui une fois la nuit tombée se transforme comme une malédiction qu'on ne peut fuir. Et pour le choix du personnage et de son design, l'auteur est resté sur le thème anglais en s'inspirant du conte pour enfants La princesse au bois dormant, Little Briar Rose, plus subtil tu meurs. D'ailleurs, l'inspiration ne s'arrête pas là. Dans toutes les tenues qu'elle porte, on peut remarquer qu'il possède des roses, soit par l'esthétisme, on remarque les roses par exemple sur ses cheveux, sur sa robe, ou sur la couleur de ses tenues, avec un rouge plus écarlate dans la vie privée et beaucoup plus douce dans la vie publique, pour bien montrer la mère modèle qu'elle est. Mère de la petite Anya qui s'inspire du personnage d'un de ses one-shots, H de Rengoku no H, et dont le design des tenues de l'Académie d'Eden, toujours dans la subtilité, sont directement inspirés du personnage en question. Rien de plus à dire sur ce personnage, mis à part qu'elle a été créée pour répondre à notre attente, à savoir un personnage mignon qui deviendra la mascotte de la série, avec des moments improbables et des expressions faciales comiques, comme celle-ci. Attends, si l'auteur s'est inspiré de ses anciennes œuvres, on n'est pas dans le multiverse? Et même si on regarde d'un œil critique, les personnages sont hauts en couleur, et elle est tellement bien faite qu'on pourrait se dire que le manga en vaut vraiment le coup. Je vous préviens tout de suite, si vous n'êtes pas intéressé à un chapitre en particulier, il y a un chapitrage dans la description de la vidéo. Mais comme c'est bien fait, bah j'imagine que vous n'allez pas skipper. Alors traitons dans un premier temps le premier format sorti qui n'est autre que le manga. Rappelons que l'éditeur est la Shueisha, qui est l'éditeur du Shonen Jump, qui possède les plus grands shonen tels que One Piece, MHA, Jujutsu Kaisen. Cependant, Spike Family n'est pas publié dans le Shonen Jump magazine, mais dans le Shonen Jump Plus, la version digitale du Shonen Jump. Mais je m'égare. Passons au manga, plus précisément sa version papier. Tout d'abord, regardez cette couverture, sobre avec une couleur atypique qui se démarque des autres mangas. Désolé, mais je n'ai jamais vu cette couleur sur les autres mangas qui sont trop classiques à mon goût, avec du noir, du blanc et même des couleurs primaires quoi. Là, il y a une marque de fabrique, une couleur qui attire, qui se démarque. En parlant de marque de fabrique, les chaises. Vous avez vu les chaises? Chaque personnage est assis sur une chaise et ces chaises existent vraiment. Ça coûte des milliers d'euros. Le manga possède la chose qui rend le manga unique et qui donne une raison de l'acheter. Les dessous de couverture. Et ouais, vraiment, j'adore ça, même si c'est juste un dessin comique ou juste des vannes. Je me dis que ça valait le coup de l'acheter, quoi. Cela donne un côté vivant. Maintenant, que dire de l'animé? Bordel, les animateurs ont réussi à rendre l'œuvre encore plus mémorable et réaliste, que ce soit par les couleurs choisies, les bâtiments, les musiques ou bien même l'ambiance qui semble chaleureux au début mais qui montre à la fin son vrai visage, en quelques lignes de dialogue, l'oppression que peut générer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Dès les premières images des trailers, la couleur était donnée. L'animé sera une tuerie réalisée par deux gros mastodontes, Cloverworks et Wit Studio. On savait que le travail n'aurait été bâclé. L'animation est un sans faute, les seiyuu font du travail
comme d'habitude magnifique. Je ne dirai jamais assez, mais Gucci Takuya et Ayami Saori font de l'excellent boulot à ce sujet. Et même si je n'aime pas les voix aiguës, Tanezaki propose une très belle voix pour Anya. Ah bah tiens, en parlant de voix, comme pour l'animation, les musiques sont de très bonne qualité. On va faire vite au niveau des explications, parce qu'on va passer en revue les 2 openings et les 2 endings de l'animé. Un grand merci à Black Yume pour les traductions des paroles. Comme d'hab, si vous voulez savoir son travail, tout sera dans la description. Le premier opening de la série Mixed-Nut revisite la vie de la famille Forger, mais du point de vue d'Anya. Ça explique ce style crayonné que ta petite sœur peut réaliser en 2 secondes. L'ambiance marquée dans ce début d'opening donne un ton jovial, voire même angélique, vu à quel point tout est parfait du point de vue de la petite, malgré l'endroit dans lequel elle se trouve. Cette vie de famille est parfaite de jour que quand les lumières s'éteignent, le masque tombe et les adultes prennent le relais. Ce qui donne une transition, ma foi, magnifique. Cet opening résume bien ce que le manga va traiter, une vie de famille d'apparence tout à fait classique, mais qui cache un lourd secret. Pour finir sur l'opening, je trouve le choix des couleurs et de la mise en scène très bien trouvé. On a un côté plus sombre, plus terne du côté des adultes, et de l'autre côté, on a des couleurs plus claires, plus agréables à regarder pour toujours garder le sourire de la petite Anya. Un monde où les enfants riront de nouveau. C'est ça le souhait de Twilight, et cet opening montre bien l'envie de faire sourire Anya. Mais pour cela, Anya s'y est beaucoup attachée pour trouver cette famille. Toujours du point de vue d'Anya, l'ending nous compte la pensée et l'envie d'Anya de trouver une famille qui l'accueille malgré son problème. Parce que dans les faits, elle est considérée comme une étrangère selon la science. Mais il y a une phrase en particulier qui m'a interpellé. Cette phrase peut être interprétée de 2 façons. La première est celle d'Anya, qui a elle-même fait en sorte d'obtenir sa famille. Elle a insisté pour que Lloyd la remarque. C'est elle qui a choisi sa mère en insistant qu'elle n'en possédait pas une. Et c'est elle qui a voulu Bond. Et la deuxième interprétation est celle du point de vue de Twilight, qui a créé cette famille de toutes pièces, qui s'est donné un nom, qui s'est marié, obtenu une maison conviviale et qui ressent une chose quand il rentre, une chaleur agréable qui l'apaise au retour. Le refrain repart dans la passée d'Anya, qui souhaite raconter ses aventures passées et revivre une autre journée à leur côté. Avec un rythme plutôt calme, cet ending donne un ton plus affectueux sur la vie de famille que les forgeurs ont créé. Et comme au début, la raison était de finir au plus vite à la mission, la nouvelle raison de cette famille est de vivre le plus longtemps possible dans cette situation, au point de délaisser la mission principale. Les débuts de l'opening nous citent la rapidité des journées passées avec cette famille. L'opening est centré sur Anya, puisqu'elle est la raison de cette rapidité, car l'opening ne se centre plus sur le point de vue de la petite écolière, mais bel et bien des 2 adultes responsables. Toute la musique se base sur une seule chose, revoir le sourire de leur fille, ce en marchant pour faire grandir l'attente et ainsi le désir. Et bien que l'animation soit hyper quali pour un opening, elle ne raconte pas vraiment quelque chose à part ce que je viens de vous dire, ce qui fait un peu vide en interprétation. Oui, je sais des détails, il y en a. Je prends pour exemple le panier rempli de fleurs à la fin qui est un symbole d'amour et qui consiste à garder en mémoire dans notre cœur l'amour porté pour un être cher. Mais je n'ai pas envie non plus de tout énumérer parce que sinon on se sortira pas et la plupart restent des symboles d'amour ou d'affection. Et ce sentiment de non-avancé sera accentué plus tard dans la suite de la vidéo. Pour cet ending de très bonne qualité comme le précédent, on repart du point de vue de la petite et de son quotidien à cacher sa vérité ainsi que celle de ses parents. Comme pour le deuxième opening, elle ne raconte rien de spécial, mais je vais faire le point sur 2 phrases. Bon, même si le comparatif est digne d'un enfant de CP, Anya fait allusion au jardin d'Éden, que porte chacun des personnages de cette histoire. Ne jugez pas un livre sur sa couverture, c'est ça la phrase que veut dire Anya. Et ça rejoint l'idée que chacun porte un masque pour se fondre dans le décor. Et la deuxième rejoint l'idée de la première.
Là, elle fait allusion à l'opération Strix qui a créé cette famille de toutes pièces et qu'elle n'est en aucun cas réelle. Mais elle veut aussi parler de Lloyd Forger qui essaye de son mieux à faire entrer en contact avec Damien qui est la cible de l'espion. Et c'est à peu près tout ce que j'ai retenu dans les openings et endings de la série. Il y a du bon comme du pire et disons que la plupart sont corrects, voire même poétiques. Mais ce qu'on cherche dans un opening et ending, c'est l'histoire qu'elle nous raconte. Seul le premier ending remplit ce critère, et sur 4, c'est très faible. Mais bon, ça reste mieux que l'histoire principale. Concernant l'histoire, on a clairement le pitch, mais son exécution, c'est autre chose. On a Twilight qui a pour but d'approcher un gros politicien qui est une menace pour la paix entre les deux nations qui sont en après-guerre. Pour l'approcher, il doit constituer une famille car ce politicien se monte dans des réunions de parents d'élèves d'une école prestigieuse qui n'est autre que l'école d'Éden. Qui dit parents d'élèves dit élève et donc enfant. C'est là qu'Anya apparaît. Une petite fille normale et toute mignonne avec ses cheveux roses et ses petites couettes à la forme conique. Ah oui, elle est télépathe. Mais pour constituer une vraie famille, il faut le partenaire, le ou la mariée. C'est ainsi que Yor fait son apparition qui est bizarre sur les bords. C'est une tueuse à gages. Ah, bien, on a une famille bien atypique. Et le pire, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils le sont entre eux, à part la télépathe. Normal. Avec une famille comme celle-là, l'opération Strix va être un succès. Et c'est là qu'on apprend qu'Anya est stupide. Voilà un problème. Et des problèmes, il y en a dans ce manga. Ajoutons que même les personnages secondaires mènent une double identité. Je pense notamment à Yuri, le frère de Yor, qui cache à sa sœur qu'il fait partie des forces de l'ordre, ou bien encore à Nocturna, qui est froide d'apparence mais qui aime énormément Twilight. Tous les personnages sont là pour nous faire rire car le manga est une comédie. Maintenant, passons au point négatif. L'histoire est mal faite. On a l'impression que l'histoire n'avance pas. Je sais que c'est lent pour que les personnages forment une forte relation, mais en ce qui concerne la prépublication, on a un chapitre toutes les 2 semaines, ce qui est assez chiant, mais on comprend. Les mangaka bossent comme des fous pour sortir des chapitres toutes les semaines, mais comptons aussi qu'il y a 19 bonus sur 109 chapitres. Pas étonnant que le manga soit lent. Et en plus, la hype du manga redescend. On sent un grand manque d'implication de l'auteur, mais ce ne serait pas ça la raison? La raison, c'est qu'il ne l'aime pas en fait. Après ses échecs, l'auteur dépend plus de son éditeur pour créer un manga plus mainstream. Ce qu'il avait fait auparavant était plus sombre, plus sérieux, plus complexe. Et maintenant avec Spy X Family, il fait l'inverse. C'est plus comique, plus mignon. Ce qu'on essaie de dire, c'est simple. Pour qu'une histoire soit parfaite ou qu'elle ait une identité propre avec une conclusion qui nous semble correcte, il ne faut pas que le pitch du personnage ne soit juste là pour faire beau. Pour qu'une histoire soit cohérente et nous fasse ressentir une évolution, il faut que les arcs narratifs des personnages soient en constante évolution. Le pitch du personnage aide à savoir qui il est, pourquoi il est présent et que vient-il apporter dans l'histoire. Mais j'ai beau me dire qu'il avancera dans ses idées, je ne vois rien qui avance. Aucun personnage n'évolue, à part peut-être dans le rôle de mère, mais c'est à part. Oh, coque. Attention, je risque de spoiler le tome 10, donc si vous n'êtes pas à jour ou si vous n'avez pas vraiment envie d'être spoilé parce que vous regardez que l'animé, eh bah je vous invite à aller directement dans la conclusion. C'est parti, le spoil commence dans 3, 2, 1. Le tome 10 met en scène Twilight à l'époque où il était jeune et innocent. C'est à cette époque où l'on voyait déjà qu'il trahissait sa véritable identité pour pouvoir rejoindre les rangs et combattre, car des événements vont le bouleverser, le faisant engager pour affronter son ennemi. Il fait la rencontre d'un ennemi qu'il a épargné par sympathie ou plutôt par culpabilité. Et c'est à ce moment-là où le manga aurait pu prendre une autre tournure avec cette question futile mais lourde de réflexion. À quoi sert la guerre entre l'Est et l'Ouest? Bah oui, hein, s'il y a le point de vue d'un côté, il y a aussi le point de vue de l'autre côté. Et scénaristiquement parlant, ça aurait été super de voir d'un point de vue opposé, créant ainsi de la compassion chez ceux qu'on déteste. Chaque côté a vu des atrocités que eux seuls peuvent décrire la scène, tellement c'est effroyable. Alors pourquoi ne pas marquer le coup alors que c'est le 10e tome? Et pour ce qui est de l'évolution du personnage de Twilight, il aurait pu évoluer en élargissant sa réflexion, juste avec cette fameuse question. Mais rien n'est fait, et voilà qu'il est resté tel qu'il est. Mon espoir est que son arc scénaristique final, soit juste l'acceptation de la famille, accepter les pouvoirs de Anya et accepter le réel travail de sa femme. Pour conclure, Spy X Family est un manga comique qui a eu son succès, mais l'histoire n'avance pas et manque d'une grande application du mangaka, ce qui explique la lenteur et le manque de fond du manga. Le manga est malheureusement un succès qui pourrait ne jamais se finir. Et vous, qu'en pensez-vous de ce manga? J'ai hâte de lire vos commentaires et je suis très curieux de savoir comment vous avez apprécié du coup ce nouveau format de vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Nellive. Et Macrage. Ciao.